Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. On se retrouve pour le 282e épisode du coup tordu, un épisode consacré à la 4e étape du Tour de Romandie 2025 qui va amener les coureurs du côté de Thion 2000. Je vous retrouve en solo pour cet épisode. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent pour le coup tordu parce qu'il y a le premier grand tour de l'année qui approche. On va voir un programme de dingue. Très rapidement, je reviens sur un petit peu ce qui s'est passé depuis Liège-Bastogne-Liège. J'ai pas pris de pronos depuis le début du Tour de Romandie. J'avais juste envoyé une croquette, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, sur la classique de Francfort. Encore un bête foireux. J'étais parti sur Thibaut Nice, sa victoire et son top 3. Les bookmakers avaient proposé Jasper Philipsen favori, Paul Magny qui était le 3e favori. Donc je voyais vraiment les sprinters à la ramasse sur ce type de course. Et je pensais à la vue de ce qu'on avait vu sur la classique Miguel Indurain, que Thibaut Nice avait les capacités véritablement pour aller jouer la gagne dans les rues de Francfort. Et finalement, c'est un coureur d'un profil, alors évidemment d'un palmarès, d'un âge et d'un pédigré totalement différent de celui de Thibaut Nice, mais on va dire au niveau des caractéristiques quand même assez proche de Thibaut Nice, à savoir un sprinter puncher. On a vu la victoire de Bling Bling de Michael Matthews. Bon, Thibaut Nice était complètement dans les fraises. Bon, c'est perdu. On va essayer de se rattraper sur cette 4e étape du Tour de Romandie. Juste avant, je vous annonce la suite du coup tordu. Donc le Tour d'Italie, le Giro va débuter la semaine prochaine. Ce mardi soir, on sera le 6 mai. Vous allez retrouver 5 épisodes. 5 épisodes avec Latib et avec Phoenix. 5 épisodes consacrés à la preview du Giro 2025. Vous aurez un épisode pour le classement général. Vous aurez un épisode pour le maillot cyclamen. Un épisode consacré au classement annexe, notamment le fameux kilomètre Red Bull qui va être très très important à analyser. Notamment pour ceux qui jouent sur Side Limit. Il y aura un épisode pour le classement de la montagne et un épisode pour le Team Classification. Et donc là je vous retrouve pour l'analyse de la 4e étape du Tour de Romandie. Il y aura peut-être encore un épisode pour le contre-la-montre finale demain soir, je ne sais pas. Et donc pour cette étape du Tour de Romandie, donc 4e étape, on va aller du côté de Thion 2000, j'ai envie de dire un classique des étapes en Suisse, un classique du Tour de Romandie, arrivée finale, étape reine du Tour de Romandie, la fameuse ascension de Thion 2000. On est sur 7,7% de moyenne, une ascension de plus de 20 km. On va monter, surtout la difficulté c'est l'altitude, on va monter quasiment à 2100 mètres d'altitude, il va y avoir aussi un choc de température, on va descendre aux alentours de 0 degré au sommet, donc là c'est clairement un autre game, c'est je crois la première fois de l'année qu'on va passer la barre des 2000 mètres d'altitude. Alors Thion 2000 c'est une ascension longue, c'est toujours assez c'est long, c'est spectaculaire, mais quand on arrive sur des ascensions, on va dire de plus d'une heure, on arrive sur des filières un petit peu particulières au niveau des coureurs, au niveau des mecs qui vont au fond, qui la mettent au fond, et je trouve que c'est toujours très intéressant à analyser. Alors déjà, je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, on fait du management de bankroll, on fait pas n'importe quoi, et ça je le dis de manière solennelle, parce que moi par exemple en ce moment traverse une mauvaise période, je l'assume depuis quelques semaines, mais c'est pas pour autant que la bankroll est complètement crachée, très très loin de là, et c'est pas pour autant qu'on va faire une année négative, il suffit d'en passer 2 ou 3 et on est revenu sur les bons rails. Donc au niveau du scénario de l'étape, alors c'est vrai qu'on a un premier col qui favorise les attaques et qui va rendre, on va dire, la course un petit peu compliqué à contrôler, et pour ceux qui pensent que l'échappée matinale peut la mettre au fond, pour moi il y a clairement un nom qui se dégage, Pablo Castrillo, qui a plus de 4 minutes au classement général. Alors je sais pas s'il est à 4 minutes au classement général parce qu'il est pas bien, ou est-ce qu'il s'est laissé décrocher volontairement pour justement jouer la gagne. Mais il est clair que si au pied de Thion 2000, Pablo Castrillo a 2 minutes 30 d'avance, il sera véritablement très dangereux. On a vu d'ailleurs une année dans des conditions dantesques, Magnus Cort qui avait failli l'emporter sur cette même arrivée de Thion 2000. Donc on voit qu'avec une grosse marge d'avance, on peut éventuellement la mettre au fond. Alors après, le problème c'est est-ce que le peloton va laisser partir ou pas ? Est-ce que les grosses équipes vont laisser partir ? Moi je vois quand même
plusieurs équipes pour mener la chasse. Alors les UAE, le problème des UAE, c'est qu'on a Fabio Christen qui a abandonné, donc il nous reste que 6 coureurs, et dans les 6 coureurs, on a Joao Almeida qui, je pense, reste la carte privilégiée pour le classement général, mais Jevine qui est aussi bien classé et qu'on va pas sacrifier comme ça. Donc ce qui veut dire que Ergots, Torres, Großschartner et Ivo Oliveira vont travailler dans la plaine et dans les ascensions annexes. Mais par contre, je peux vous dire vraiment qu'ils vont travailler. Mais à eux seuls, je pense que ça peut être compliqué de tenir une échappée. On va dire un groupe de 15-20 coureurs qui partiraient à l'avant. Alors dans les autres équipes qui peuvent éventuellement contrôler la course, j'en vois une autre de manière claire, c'est les Astana. Pour les points UCI, bien évidemment, Fortunato qui est en forme, qu'on a déjà claqué une, donc on peut rouler pour aller chercher un top 10. Et puis, on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast, mais c'est aussi une ascension qui correspond parfaitement aux caractéristiques d'Harold Terrada. La Lotto, pour moi, la Lotto va également mettre la main à la pâte, Lennart Van Delvet, alors qu'il est en train de courir avec un pied cassé, c'est complètement dingue. Mais voilà, du côté de la Lotto, même si Van Delvet, je le vois plus comme un puncher grimpeur que comme un pur grimpeur. Pour moi, c'est véritablement une ascension pour pur grimpeur. Mais Lennart, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir se tester sur ce type d'ascension. Je pense qu'à la Lotto, on va également rouler. Du côté des Ineos, c'est aussi une ascension qui est très très bonne pour Carlos Rodriguez. Les Red Bull Bora, quelle est la forme d'Alexander Vlasov? Pareil, je pense que c'est aussi un peu long pour les caractéristiques de Vlasov, mais on peut aussi éventuellement tenter le coup. Et enfin pour la Soudal, alors là pour moi on n'est plus du tout dans les caractéristiques premières de Remco Evenepoel. Est-ce qu'on va rouler pour lui? Est-ce qu'on va le tenter? Je ne sais pas. Moi je vais vous donner mon analyse sur Remco. Je suis absolument pas surpris de ce qui se passe, et finalement Remco il est assez facile à lire, il est assez facile à analyser. Quand il redescend des montagnes, il est toujours très très fort d'entrée. Et derrière, ça se tasse un peu. C'est quelque chose d'assez logique. Quand on ne fait pas de compète, qu'on court pas vous-même, peut-être vous faites du running, vous courez pas pendant longtemps. Je disais ça l'autre fois dans Grand Plateau, mais j'avais exactement la même analyse. J'y avais pensé avant. Vous reprenez, vous avez du jus, puis finalement vous voyez que c'est sur la récupération que c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le premier élément qui est un petit peu à la décharge de Remco. Deuxième élément, ça je l'avais entendu dans le podcast de la RTBF, j'étais aussi d'accord avec eux. J'avais aussi cette analyse, c'est que chaque fois que Remco reprend la compétition, il retrouve très facilement ses qualités premières. Sa qualité première, c'est un grand rouleur. Les qualités de montagnard, il a besoin de les travailler davantage, donc c'est pour ça que je m'attends pas à avoir un grand Remco. Ensuite, quelque chose qui n'a pas encore été signalé au niveau de Remco Evenepoel, c'est les changements de température, les chocs de température. Et il nous l'avait fait une année, rappelez-vous, il était revenu de blessure, il avait été sur le Tour de Norvège qu'il avait gagné assez facilement, et derrière il avait basculé sur le Tour de Suisse où il faisait à peu près 20 degrés de plus, et là sur le Tour de Suisse on l'avait quasiment pas vu, sauf sur le contre-la-montre final qu'il avait remporté. Et là je vois un petit peu la même chose pour Remco Evenepoel. De manière très claire aujourd'hui sur l'étape de ce vendredi qui a été remportée par Jevine, quand on est dans la dernière ascension, quand Jevine porte son attaque, Remco il est dans les roues, j'ai envie de dire, allez, ne serait-ce qu'un Remco à 80-90%, il saute dans les roues de Jevine, il le voit, il le regarde, il laisse faire. Donc ça veut dire simplement qu'il avait pas les jambes. Et on était sur une ascension assez courte qui pour moi est plus proche des qualités premières de Remco qu'une ascension en altitude où on va monter pendant plus d'une heure. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à sortir Remco du jeu. Alors favori de l'étape pour les bookmakers et favori normal, c'est Joao Almeida. Alors il peut la gagner. Moi, voilà, de manière très claire, il peut la gagner. Il est favori logique. Après, est-ce qu'on va réussir à sacrifier Jevine pour Joao? Je sais pas. Joao, son avantage, c'est que c'est le type d'ascension. Voilà, généralement, il progresse. Cette année, il a jamais été aussi fort que cette année. Généralement, il fait ses montées au cardio, donc il arrive parfaitement, un petit peu à l'époque Tom Dumoulin fonctionnait un petit peu de cette manière, donc il arrive parfaitement à monter, j'ai envie de dire presque, ses montées en négatif split, il est en bas du peloton quasiment au départ et finit vraiment très très fort, donc ça c'est plutôt bon pour lui. Les ascensions d'une heure, c'est pas son A-game. J'avais vu une interview d'un de ses entraîneurs il y a quelques années, il est plutôt fort, on va dire, sur les ascensions. Son A-game, c'est plutôt sur les ascensions de 30-45 minutes. Attention, ça veut pas dire qu'un mec qui est bon sur les ascensions de 30 à 45 minutes est mauvais sur les ascensions d'une heure.
Je dis simplement que quand on arrive sur des ascensions d'1 heure, on arrive sur des filières qui sont un petit peu différentes. Il y a aussi la donnée de l'altitude à prendre en compte et aussi prendre en compte qu'on va avoir une ascension, on va arriver 0,1 degré. Donc ça aussi, Joao Almeida, c'est pas un mec qui aime véritablement forcément le froid. Maintenant, du côté des UAE, on arrive à trouver des solutions. On avait eu une étape un peu similaire l'année dernière qui avait été remportée par Adam Yates, et Adam Yates avait un petit peu ce problème qu'il avait jamais remporté une étape à plus de 2000 mètres d'altitude. Il avait été en claqué une à 2200 mètres, et du côté des UAE, on avait géré véritablement le rythme pour ramener Adam Yates sur sa filière, et à savoir produire véritablement un effort dans les 5 derniers kilomètres. Donc je pense que le but des UAE va être de réussir à ramener Joao Almeida, à savoir sur sa filière, c'est-à-dire mener un train où il va être plutôt à l'aise jusqu'à, on va dire, 20, 25, 30 minutes de l'arrivée. Et ensuite, là, il va produire son effort. Maintenant, est-ce qu'on sera suffisamment nombreux chez UAE pour réussir à maintenir ce tempo? Et est-ce qu'on va sacrifier Jevine? Je ne sais pas. Et clairement, pareil, sur des ascensions d'1 heure, Jevine n'a pas vraiment de référence. Si vous voulez, Jevine, on l'a surtout vu performer sur des murs de 5-6 km, mais pas sur des ascensions de 20 bornes. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, j'irai pas sur Joao Almeida. Je vais vous donner mon pronostic, et quand j'ai vu les cotations, j'ai complètement halluciné. Pour moi, s'il y a un coureur dans la start list à qui ce parcours correspond totalement, Harold Terrada de XDS Astana. Harold Terrada, donc colombien. Alors je vous fais un petit peu la caricature des Sud-Américains, mais c'est factuel, les Sud-Américains supportent beaucoup mieux l'altitude que les autres coureurs. Il est très en forme, il est vraiment très très bien, quasiment depuis le début de la saison. De toute façon, chaque fois qu'un coureur colombien d'Astana est aligné sur une course, il y a la course au point UCI. Donc de manière claire, on est là pour essayer de faire quelque chose. Donc Harold Terrada, je vous avoue que quand j'ai vu la cotation sur le Boukref, quand j'ai vu 67, j'ai fait quoi? J'ai fait comme ça, 67. Pour moi, Terrada, je le voyais clairement dans les 3-4 favoris de l'étape. Et d'ailleurs, où on en est sur le Boukref, il est toujours à 67. Donc voilà. Alors pareil, Lenny Martinez, c'est aussi il est 3e favori de l'étape. Lenny, je l'attends sur des formats un peu plus courts. Attention, il peut la gagner. Je dis pas qu'il peut pas la gagner. Je l'attends sur des formats un peu plus courts. Et alors, il y en a un autre aussi à qui ça correspond bien, c'est Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, grimpeur un peu diesel, il un petit peu à la Almeida. Et lui, généralement, quand ça dépasse les 3/4 d'heure, il est aussi de manière générale plutôt à l'aise. Donc, je vous donne mon prono. Alors j'ai trouvé une victoire d'Harold Terrada à 60, 0,01% de bankroll pour la victoire de Terrada. Alors au moment où j'enregistre le podcast, les top 3 ne sont pas encore sortis, donc bien évidemment, comme je vais donner la victoire de Terrada, ça va pousser sur sa victoire, et donc forcément ça va faire diminuer la cote, et forcément ça va raboter les top 3, donc on va se retrouver avec un top 3 aux alentours de 7 ou 8. J'ai envie de dire, même la cote à 67, ça aurait presque ramener, j'imagine, un top 10 à 1,50, 1,60 qui pour moi aurait été très très bon à prendre. Donc victoire de Terrada, ça c'est sûr. Top 3 de Terrada, on en prendra également. Je pense qu'on aura au moins une cote à 5-6. Donc ça pour moi, ça sera pas mal à prendre. Et après, est-ce qu'on aura du top 10 ? Ça, je vous le dirai demain matin. Enfin, je vous le dirai ce samedi matin sur les réseaux sociaux dès qu'on aura les top 10, parce que les books sont malins. Bien évidemment, ils réajustent les cotes en fonction des premières mises des parieurs. Donc top 10. Je peux pas vous dire, je peux pas vous le confirmer à l'heure qu'il est, je vous le confirmerai sur le compte X, sur le compte Twitter du coup tordu, environ 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie avant l'étape. Du côté des match-up, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui... Alors, il y a un match-up qui me fait de l'œil quand même parce qu'il me paraît plutôt safe, c'est Joao Almeida à 1,44 devant Remco Evenepoel. Parce que Joao, malgré tout, je serais très surpris qu'il soit pas dans le top 3 de l'étape. Je serais vraiment extrêmement surpris. Maintenant, sur le Boukref, la cote était sortie à 1,44. Ouais, on a du 1,49 quasiment. C'est limite, mais pour moi, c'est limite, mais ça se prend. Voilà, on va prendre 0,35% de bankroll, 35 € sur une bankroll à 10 000 €. Ça me semble quand même, alors c'est pas safe, parce qu'il n'y a jamais rien de safe, Bien évidemment, le mec qui dit qu'il arrive avec un pari sûr, le pari sûr, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de pari sûr, même un 1,01. Maintenant, je donne quand même un bon 85-90% de chance à Joao Almeida au niveau de la forme des deux.
de finir devant Remco Evenepoel, sachant que sur ce type d'ascension, alors après il y aura des descentes un peu dangereuses, il peut toujours y avoir des impondérables, mais enfin si les deux arrivent ensemble au pied de la dernière bosse, pour moi il y aura pas photo entre les deux. Donc 0,35% de bankroll et la cote à 1,487 pour Joao Almeida devant Remco Evenepoel. J'en vois un autre aussi qui me fait un peu de l'œil, c'est le field de Remco Evenepoel. 1,25. Remco gagne pas l'étape. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors après, le problème, c'est que si je me plante complètement sur mon analyse, ça va. Écoutez, on va pas en rajouter plus. Voilà, on va rester sur Joao qui bat Remco, 0,35% de bankroll. La victoire de Harold Terrada, 0,01% de bankroll. En attendant les top 3, on ira également dessus. Et un éventuel top 10 d'Harold Terrada. Je vais pas aller plus loin pour ce podcast. Merci à tous les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Thibaut Chambre sur X, sur Twitter. Enzo alias Analyste Phoenix et son site The Big Gear. Il vous prépare plein de previews écrites pour le Giro. Idem pour Thibaut qui vous prépare plein de choses sur Vélo Futé. Vélo Futé et le coup tordu. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et bien évidemment sur TikTok. Allez, à très vite les amis.